d'abord sa capitale, Mexico. Elle peut être comparée à un pays à l'intérieur d'un pays. Lorsque nous découvrons cette ville de nuit, ses néons nous font penser immédiatement aux États-Unis. Et il faut attendre le jour pour nous apercevoir que la place principale a su garder l'empreinte espagnole. Nous avons peine à croire, en nous promenant dans ces rues, que le Mexique est un pays pauvre. Et si notre attention se trouve attirée, nous devrions même dire le regard, c'est aux Mexicaines que nous le devons. Et si leurs yeux nous font rêver au présent, c'est d'abord et surtout au passé que nous fait penser le magnifique musée anthropologique de Mexico. Remarquons son architecture. À elle seule, elle est une chose à voir. Montrer tout ce qui est exposé dans ce musée serait une vaste entreprise, et peut-être chose impossible si nous tenions à relater les civilisations qui y sont représentées. Certaines reconstitutions permettent ainsi aux visiteurs de pouvoir contempler une stèle ornée d'un masque. Voisinant avec la façade d'un palais maya. Pour avoir une idée de ce que furent certaines civilisations mexicaines, le mieux est quitter Mexico pour une quarantaine de kilomètres vers le nord et découvrir ainsi le très beau site de Teotihuacan. Le nom de la ville de Teotihuacan n'est pas celui que lui ont donné ses bâtisseurs, mais celui que lui attribuèrent les Aztèques. Cette cité leur parut en effet si imposante qu'ils pensèrent que seuls les dieux avaient pu la construire, et de ce fait l'appelèrent Teotihuacan, signifiant l'endroit où les dieux sont créés. La place de la Lune est longue de 227 mètres pour une largeur de 135 mètres environ. Elle tire son nom de la pyramide de la Lune, qui fut élevée lors de la période la plus florissante de Teotihuacan, c'est-à-dire, d'après la plupart des archéologues, entre l'an 300 et 600 après Jésus-Christ. Cette place est délimitée de chaque côté par des structures pyramidales, récemment restaurées, et dont la plupart sont à 4 étages. Elles étaient autrefois chacune surmontée d'un temple. Au centre s'élève un autel, quadrangulaire avec un escalier sur chaque face. Une grande unité architecturale et un étrange aspect sont donnés à cette esplanade par l'ensemble de ces constructions, qui sont, rappelons-le, les plus considérables de tout le continent américain. En second plan, nous pouvons distinguer la pyramide du Soleil, à laquelle on accède par la voie des morts, qui n'est autre qu'une immense avenue d'une largeur moyenne de 45 mètres et longue de 4 km, indiquant qu'à l'époque, la cité devait au bas mot contenir une population de 25 000 habitants. Une autre construction remarquable est le palais Quetzalmariposa, ou Quetzal Papillon, dont nous voyons ici les piliers carrés sculptés de magnifiques reliefs sur 3 faces. La pyramide du Soleil, avec sa barre de 222 mètres sur 225 mètres, est à peine plus petite que la plus grande pyramide d'Égypte, Khéops, qui fait elle 226 mètres 50 de côté. C'est le monument le plus important de Teotihuacan.
toutes les constructions de la cité étant d'ailleurs orientées selon son axe. Ce dernier étant disposé de telle façon qu'il coïncide avec la marche du Soleil lors de son passage au zénith, suivant ainsi la voie des morts jusqu'à la pyramide de la Lune. Mais notre incursion vers le nord se limitera à Teotihuacan, car c'est le sud du Mexique qui a retenu notre attention, et tout d'abord la petite ville d'Oaxaca, très réputée pour son marché. Ce tianguis, si important et si pittoresque, s'étend sur plusieurs manzanas et déborde sur la chaussée de plusieurs rues où sont représentés pratiquement tous les produits de l'artisanat local. He sentido tu ausencia intensamente, pues te creí tan ruin y falsa, solitario sufrí amargamente, evocando los besos que tú me dabas. Besos daban placer y dicha, besos que conseguían borrar resabios, tornaron en veneno por mi desdicha, y por borrarlos luego mordí mis labios. Nous y trouvons également, ça et là, de petites cantines où viennent se restaurer les clients indiens du marché, tels que les Zapothèques de Teotitlán del Valle, des Yalalay et des autres pueblos des environs d'Oaxaca. Todo se ha muerto junto con mi cariño, mi dulce ensueño de oro desvanecido. Mais Oaxaca n'est pas le seul point d'intérêt de la région. Il suffit, pour nous en rendre compte, de monter dans un car pour quelques kilomètres et parvenir ainsi à Monte Alban. La ville de Monte Alban fut tout d'abord la capitale de l'empire zapotèque. Puis à la suite de l'invasion de ces derniers par les Mixtèques, elle devint la capitale de l'empire zapotèque-mixtèque. Indiquons que cette invasion fut enrichissante pour les Zapotèques. Les Mixtèques, en effet, excellaient dans l'art de l'orfèvrerie. Mais aujourd'hui, sur le lieu même, rien ne subsiste de cet art. Installés du haut de la plateforme nord de la ville, au bas de laquelle un petit hôtel s'élève, nous dominons le premier édifice de la partie droite du site. On le nomme Système 4. Cet édifice était autrefois coiffé d'un temple, dont il ne subsiste aujourd'hui que quelques piliers. Pour parvenir à son sommet, il nous faut gravir 2 escaliers. Le second étant décoré de panneaux. À notre gauche apparaissent les restes d'un pilier qui supportait le temple. C'est au cours du forage d'un tunnel que les archéologues mirent au jour les merveilleuses sculptures d'ensemble de style Olmec que nous voyons ici. Sur certaines de ces dalles sculptées, de caractère négroïde, nous pouvons distinguer des hiéroglyphes numéraux et des pictogrammes attestant de la découverte du système vigésimal et de l'invention de l'écriture en Mésoamérique. de l'un des édifices centraux, nous découvrons la partie gauche du site. Composé principalement d'un palais où a été mise au jour une tombe et du jeu de pelote situé à l'extrémité de ces constructions. Dans cette région du monde, le ciel s'obscurcit très vite et en quelques minutes, nous subissons notre première pluie tropicale.
heureusement, si ces pluies sont violentes, elles ne sont pas de longue durée. Et c'est avec le soleil que nous poursuivons notre route à présent vers San Cristobal. Mais la distance est encore longue avant d'y parvenir, ce qui nous donne l'occasion, au cours de halte, d'apercevoir de petites villes typiquement mexicaines, comme ici celle de Tehuantepec. À Tehuantepec comme à Oaxaca, la ville que nous avons vue précédemment, le cœur de celle-ci, et même les poumons, c'est le marché. Apparemment, à Tehuantepec, ce qui domine, c'est la vente des ananas. Une fois la route reprise, nous pouvons constater que nous suivons la partie montagneuse du Mexique, allant de ce fait vers la forêt tropicale. Puis, c'est l'avant-dernière halte dans un pueblo avant San Cristobal. Observons bien son hôtel de ville, et plutôt le trottoir qui le borde. Il est fait entièrement de mosaïques. Imaginons un peu la somme dépensée pour sa réalisation, alors que ce petit cireur de chaussures a peut-être juste de quoi manger. Il nous est possible d'ailleurs de constater un cas assez semblable, sur la place de San Cristobal de las Casas, où nous sommes maintenant arrivés. La place a son kiosque à musique. L'hôtel de ville est plus grand, mais la misère y est aussi plus éclatante. Ce petit Indien, accompagné de sa sœur, n'essaye même pas de cirer des chaussures. Ils font la chasse aux pesos en tendant la main. Cette misère nous conduit un peu tout naturellement au marché, puisqu'il regroupe généralement les Indiens des environs des villes. Le marché, c'est pour eux le moyen de vivre, en vendant peu et pas cher, les quelques produits qu'ils cultivent. La famille entière, le plus souvent, quitte la maison pour s'y rendre. Du plus vieux au plus jeune, le trajet du village à la ville se fait dans la plupart des cas à pied, accompagné de son chien. Pour celui-ci, c'est d'ailleurs l'occasion d'un festin. La rubia mañana llorosa se fueron los sueños y las golondrinas se fueron también. Morceau d'étoffe plié sur la tête de certaines femmes n'est autre qu'une sorte de chapeau faisant partie du costume régional et servant à les protéger du soleil. Si les femmes ne se déplacent principalement qu'à pied, les hommes, eux, utilisent le mulet pour le transport de charges et le cheval pour leur propre déplacement. Ceux-ci, nous les avons rencontrés près du petit village de Zinacuentan, situé à 5 km environ de San Cristobal. Ce petit village, le voici. Et tout d'abord l'église, la seule construction vraiment solide, entretenue et salubre qui y soit élevée. Elle serait sans doute très belle avec son sol de mosaïque si sa beauté n'était éclipsée par la misère de ses alentours. On trouve bien sûr des maisons élevées avec des murs de briques et recouvertes de tuiles. Mais combien de temps encore faudra-t-il pour les voir, ces maisons, construites en pierre comme l'église ? Qui charrie de l'eau avec sa grand-mère, verra-t-elle un jour disparaître les maisons de terre séchée et de paille qui restent dans ce village ? Verra-t-elle aussi recouvrir de mosaïques
ce qui n'est qu'un sol de terre battue. C'est ça le vrai visage du Mexique, et non pas celui que nous montre sa capitale, Mexico. De retour à San Cristobal, nous décidons de partir pour la Forêt Vierge. Notre but, découvrir le très beau site archéologique maya de Bonampak, qui a été mis au jour, ainsi que les derniers descendants de cette civilisation, les Lacandons. C'est évidemment une petite expédition. Mais muni d'une carte de la forêt, et après avoir trouvé un avion avec son pilote, nous voici en route pour ce que certains appellent l'enfer vert. C'est sur une piste sommairement taillée dans la selva que nous atterrissons, un peu brutalement, mais émerveillés, lorsque nous apercevons les constructions de Bonampak découvertes en 1946 par 2 voyageurs américains. Bien vite alors, on réalise l'exploit accompli par les bâtisseurs de ces temples, élevés sous un climat tropical. La température, en effet, atteint environ 35 degrés pour un taux d'humidité d'au moins 60%. Ce site est composé d'un escalier, accédant à l'acropole, et au bas duquel se dressent 2 stèles finement sculptées. Sur celle de droite, d'ailleurs, nous pouvons contempler les motifs constituant l'ensemble et remarquer l'excellent état de leur conservation. Mais le motif... Le plus surprenant, du fait même de ce qu'il représente, se trouve au pied de cette stèle. Il s'agit, du moins par sa ressemblance, d'un Bouddha. Il ne peut s'agir bien sûr que d'un hasard, mais le fait est tout de même troublant. Juste au-dessus, élevé sur la partie droite de l'escalier, se dresse le plus grand bâtiment. L'on y pénètre par 3 entrées, s'ouvrant sur 3 salles en voûte, où dans chacune desquelles se trouvent conservées les plus belles fresques de toutes les civilisations précolombiennes. Il est à noter d'ailleurs que c'est à la suite de la découverte de ces fresques que le site reçut le nom de Bonampak, expression maya signifiant mur peint. La partie gauche du site est composée essentiellement d'un temple, au pied duquel nous trouvons dressée la 2e stèle qui borde l'escalier. Là aussi, nous pouvons contempler les magnifiques sculptures qui la composent. Et dans ce domaine, à Bonampak, rien n'étonne plus, lorsqu'on a pu admirer son chef-d'œuvre, aboutissement de tout un art, porté à son apogée. Nous avons nommé la grande stèle de Bonampak, sur laquelle est représenté gravé pour l'éternité, dans un style merveilleux et avec une expression parfaite, un grand prêtre maya. C'est à une dizaine de minutes de vol du site de Bonampak que se trouve le village le plus proche de la tribu des Lacandones. Bien que peu nombreux, 2 à 300 environ, les Lacandons sont répartis sur près de 9000 km de forêt vierge, d'une densité extraordinaire, comme on peut le constater de cette vue d'avion. Une certaine ressemblance physique semble être le seul héritage qu'aient conservé de leurs ancêtres mayas les Indiens Lacandones, plus ou moins protégés aujourd'hui par l'Institut indigéniste.
Le refus à la soumission et à l'esclavage, qui aurait été leur sort s'ils n'avaient pas fui devant l'envahisseur espagnol, et auquel il convient d'ajouter le temps, ont fait d'une des plus grandes civilisations mésoaméricaines une tribu d'hommes naufragés du grand bateau qu'est l'humanité. Condamnés à survivre dans un milieu hostile, rien ne permet à première vue de les comparer à ce que furent les bâtisseurs des temples avoisinants, grands maîtres de l'astronomie. Ils vivent dans des caribales ou groupes de cases pouvant abriter 2 à 3 familles. Les cases de forme ronde, fermées, comme celles que nous apercevons ici, sont très rares. En effet, elles sont généralement rectangulaires, dotées d'une toiture à 2 versants en palme et sans cloison, afin de pouvoir ressentir les rares courants d'air qui se forment sous ce climat chaud et humide. Le hamac est la pièce la plus importante du mobilier de la case lacandone et sert à la fois de siège et de lit. Les lacandons vivent surtout de l'agriculture. Maïs, haricots, manioc, piment, canne à sucre, coton, tabac. Un peu de cueillette et de la récolte du miel sauvage. De la chasse, cerfs, porcs sauvages, pécaris, tatous, coatis, singes. Et enfin de la pêche. Surprenons ici une femme et son enfant en train de préparer une pâte de maïs. Que les lacandons consomment lors de cérémonies religieuses célébrées dans leurs temples, qui n'ont bien sûr aucune comparaison avec ceux de leurs ancêtres, puisqu'il s'agit de temples chaumières situés généralement au centre du village. Ils servent à abriter des incarnations de divinités lacandones, des planchettes où l'on dispose du copal et des palmes pour répandre la fumée d'encens. Et c'est peut-être cela, en plus de la ressemblance physique, qui permet de penser que cette petite fille et les personnages gravés sur les stèles des villes mayas sont de la même civilisation. Après ce trop bref séjour chez les Lacandones, nous reprenons la direction de San Cristobal, en jetant un dernier regard vers cet extraordinaire monde que forme la forêt vierge. Sillonné par des rios tentaculaires. Une fois posés à San Cristobal, nous décidons de partir aussitôt pour Palenque, merveilleux site archéologique situé plus au nord. Pour y parvenir, nous adoptons la solution du car jusqu'à Teapa et du train de Teapa à Palenque. Mais quelle n'est pas notre douleur lorsque nous nous apercevons à mi-parcours que la belle route du début se change brutalement en une piste tracée à travers la forêt, nous réservant ainsi 3 heures de rodéo. Et la piste s'oublie.
et tous les problèmes s'estompent lorsqu'apparaît à nos yeux Palenque. C'est par les petits temples élevés sur la gauche de cette vue que nous commencerons la visite de cette merveilleuse cité. Et tout d'abord, le temple de la Croix-Feuillue. Il doit son nom à la dalle sculptée qu'il abrite et qui représente deux prêtres offrant une croix feuillue, symbolisant le maïs. Une date correspondant à l'an 692 de notre ère y a été également déchiffrée. En face du temple de la Croix-Feuillue se dresse le temple du Soleil. Il doit son nom également à une dalle sculptée représentant toujours deux prêtres faisant une offrande, mais cette fois, un bouclier symbolisant le soleil a remplacé le maïs. Il est intéressant de remarquer au passage la toiture à 4 versants de ce temple, qui a conservé des fragments de son revêtement décoratif. Le temple du soleil tourne le dos au palatio, ou palais, regroupant un ensemble de cours, décorées toutes de merveilleuses sculptures, desquelles s'élève une tour qui servait d'observatoire astronomique. Au haut du temple des inscriptions, nous avons une vue parfaite sur l'ensemble que constitue le palais. Une fois gravis les marches, nous débouchons dans la première cour, située à gauche de l'ensemble que forme le palais. Cette cour est formée de 2 galeries parallèles et entre les 5 portes débouchant dans l'une de ces galeries, nous devinons les magnifiques bas-reliefs, chefs-d'œuvre de la plastique Palancana. Nous pouvons ici détailler 2 personnages modelés de stuc, exécutés avec une finesse et un sens de la composition des plus admirables. De la cour ouest, nous passons dans la cour de la tour. La tour, construction unique en son genre, est composée de 4 étages, de hauteur inégale et dont les plus grands sont éclairés de hautes fenêtres. Du pied de celle-ci, nous pouvons distinguer encore un masque, faisant partie des éléments décoratifs subsistants d'une toiture d'un bâtiment adjacent. Un des murs de la cour de la tour a su, lui, conserver des traces de décoration, mais cette fois exécutées à la peinture. Le mur passé, nous pénétrons dans la cour centrale, entourée comme toutes les autres de 2 galeries, en bas desquelles sont alignés des bas-reliefs finement exécutés. Toutefois, parmi toutes les cours, la plus grande et la plus décorée est celle située à l'est du palais. Nous la découvrons ici, vue du 4e étage de la tour, étage qui à l'époque, d'après la plupart des archéologues, servait d'observatoire astronomique. Nous sommes sans doute dans cette cour dans la partie la plus remarquable du palais. Il suffit d'ailleurs pour s'en rendre compte de regarder le magnifique escalier qui la compose, entouré de ces 2 rampes sur lesquelles sont plaquées de splendides sculptures. L'escalier de cette cour mène à des portes débouchant sur l'arrière du palais. Et là aussi, les Mayas ont fait des merveilles. En effet, les pans de mur séparant les portes de la façade extérieure sont décorés de splendides reliefs de stuc. Observons plutôt, sur chaque panneau a été représenté un personnage principal, probablement un Wanash Wanik, signifiant roi prêtre, et que nous voyons portant l'attribut de sa dignité ainsi qu'un sceptre. Il s'agit sans doute du dieu au grand nez. Et qui sait, peut-être, est-il aussi ce grand roi prêtre, enfermé dans le mystérieux sarcophage, dont le temple des inscriptions est devenu le gardien pour l'éternité. Après
Après le site de Palenque, nous partons pour la ville de Tenosique. Ville élevée un peu plus au nord et située sur le bord du rio Usumacinta. Ce rio prenant sa source dans la forêt lacandonienne, nous envisageons de le remonter jusqu'à Yaxchilan, site archéologique très important élevé au cœur de la forêt, non loin du site de Bonan Park que nous avons découvert par avion en partant de San Cristobal. C'est donc à la fois sous un soleil accablant et sous l'œil attentif des vautours que nous embarquons dans une pirogue afin de remonter au cœur de la forêt vierge. Cuando me esperaba, había un rosal en fervores, pero que adornaba con verdes colores. El blanco mural. Ignorant les difficultés qui nous attendent, nous admirons sur notre passage toutes sortes de variétés d'arbres exotiques dont la plupart nous sont inconnus. Ici, nous pouvons toutefois reconnaître facilement un palmier garni de ses noix de coco. La tapia de amarillas flores, flores de tristeza. Sur sa grande largeur, le rio Usumacinta est sillonné de petites embarcations, la plupart étant des pirogues de pêcheurs, qui trouvent là une tâche bien facile à accomplir grâce à des eaux très poissonneuses. Cubriendo la tapia de amarillas flores, flores de tristeza, algo de tu ser. Au fur et à mesure de notre avancée, le bras du rio se resserre, nous offrant ainsi une vue parfaite de ses deux rives. Il commence à apparaître quelques cases indigènes. Et c'est bientôt, dans un couloir taillé entre deux gorges, recouvert d'une luxuriante végétation, que nous piroguons, sur des eaux plus jaunâtres et à travers des remous plus forts. Nous comprenons alors brusquement que nous nous dirigeons vers les premiers rapides, et que le projet de découvrir le site de Yaxchilan est chose impossible. Laissant alors le courant emporter dans ses tourbillons nos espoirs de visiter une autre grande ville maya, enfouie au cœur de l'enfer vert, nous décidons d'emprunter sur la route du retour un bras du rio plus étroit, mais plus sûr. Oh, mi bien amada, oh, mi virgencita. Nous pouvons ainsi pleinement goûter les beautés et les bruits de la forêt. Rejoint le brin principal du fleuve, nous remontons le courant pour retrouver Tenosique. Oh, mi bien amada. Une fois débarqués, nous partons immédiatement pour Campeche, ville située sur le bord du golfe du Mexique, face à l'océan Atlantique. Ce n'est que tard dans la soirée que nous y parvenons.
Il nous faudra donc attendre le lendemain matin, lorsque la ville s'éveille, pour découvrir ses rues, ses places et ses constructions, le tout formant un ensemble des plus surprenants, lorsque nous voyons le contraste qu'elles forment les unes par rapport aux autres. En effet, tous les styles se mélangent, les architectes mexicains n'ayant pas hésité à construire des édifices très modernes, comme le marché couvert. Alors qu'à quelques mètres de là, la rue coloniale débouche sur une place qui a gardé le style de la conquête espagnole. Nous croyons que pour dégager le sentiment exact que nous avons lorsque nous voyons la ville de Campeche, il suffit de dire que le simple fait de tourner la tête de droite à gauche nous donne l'impression de sauter plusieurs siècles. Après la surprenante ville de Campeche, nous remontons encore plus au nord, afin de découvrir une des trois principales villes mayas élevées dans le Yucatan. Il s'agit d'Uxmal. Cette ville était la capitale des Diugues et fut construite dans un style très pur, le style Puuc. Lorsque nous pénétrons dans ce site, le monument qui attire immédiatement par sa forme et sa hauteur, c'est la pyramide d'El Adivino, pyramide du devin. Cet énorme temple a sa façade principale orientée vers le quadrilatère des nonnes. L'escalier principal mène au palier s'ouvrant sur une baie inscrite dans la gueule béante d'un masque dont les dents recouvrent le linteau. Le sanctuaire supérieur est, lui, sobrement orné de panneaux de plates-bandes entrecroisés, devant lesquels devaient prendre place, sur des socles saillants, des statues aujourd'hui disparues. Du sanctuaire supérieur de la pyramide du devin, nous avons une vue à la fois impressionnante lorsque nous regardons l'escalier abrupt qui y donne accès et magnifique lorsque le regard s'élève sur le quadrilatère des nonnes. Cette vaste construction se compose d'une cour d'environ 65 mètres sur 45 mètres, autour de laquelle a été élevé 4 bâtiments. L'édifice Est a une ornementation qui se différencie des 3 autres bâtiments par des masques superposés aux angles, tandis que la façade proprement dite est composée d'une longue frise sur laquelle se détachent 6 motifs en forme de trapèze. L'édifice Nord
à lui une ornementation concentrée sur la frise régnant au-dessus des linteaux. Pour accéder à ce bâtiment, il nous faut gravir un escalier élevé entre deux portiques à piliers. Et face à une des entrées accédant aux chambres intérieures, nous voyons mieux les masques du dieu de la pluie et les ornementations géométriques. Par une tête de serpent, que nous découvrons les ornementations du troisième bâtiment, composé de panneaux dits de jalousie, de moulures saillantes, de motifs géométriques, de serpents entrelacés, le tout d'une très belle facture. Au-dessus de la porte centrale, nous pouvons remarquer un trône, sur lequel se trouvait assis un personnage aujourd'hui disparu. Laissant derrière nous le quadrilatère des nonnes et la pyramide du devin sur sa droite, découvrons le groupe sud, composé principalement du palais du gouverneur que nous apercevons ici, érigé sur un soubassement à talus d'environ 8 mètres et au devant duquel nous pouvons contempler un instant la maison des tortues. Le palais du gouverneur, avec ses 122 mètres sur 27, est considéré comme le plus remarquable spécimen d'architecture pourouque. Il est divisé en 3 parties par 2 passages voûtés, toutes les portes donnant accès aux salles du palais, s'ouvrant sur la façade principale, en face de laquelle s'élève un petit autel sur lequel se dresse une sculpture, représentant 2 personnages identiques au regard fixé vers le ciel, tandis qu'au-dessus de la porte centrale du palais préside, assis sur un trône, un personnage portant une énorme coiffure de plumes. Mais une fois encore, comme pour nous punir, les dieux mayas se fâchent et c'est sous une pluie tropicale que nous quittons Uxmal pour Mayapan, deuxième ville importante du temps de l'époque maya. Et contrairement aux autres grandes villes de cette époque, nous découvrons cette fois-ci un petit village typiquement espagnol, différencié toutefois des autres par la pyramide qui s'élève sur l'un des côtés de sa place principale. Cet édifice est à peu près la seule construction ayant échappé à la destruction de la cité de Mayapan, aujourd'hui enfouie sous une végétation de maquis à la suite d'une guerre fratricide entre chefs mayas en 1441. Mais les siècles ont passé, et à notre époque, l'on invite la population locale à lire et à écrire. Pendant que d'autres sont loin de tels problèmes. Et pensent même qu'un bon bain de boue est préférable. Cette partie du Mexique est particulièrement pauvre, surtout dans le domaine de l'agriculture. C'est pourquoi le gouvernement incite les habitants à l'artisanat. C'est ainsi que nous découvrons un peu partout de petits ateliers. Nous assistons ici à la fabrication d'une toupie. Mais certains sont déjà passés de l'artisanat à la petite industrie, par exemple pour le traitement des lichens dont nous apercevons ici un champ de notre voiture. Les lichens ressemblent à des cactus en forme d'artichaut géant, contrairement à ce que peut nous faire croire cette image où nous les découvrons après quelques transformations. Ces transformations, nous vous invitons d'ailleurs à les suivre en visitant une petite usine dans la cour de laquelle sont acheminés par chariot les lichens une fois coupés et ficelés. Là, botte après botte, ils approvisionnent une chaîne qui leur fait subir une étonnante transformation, puisqu'en effet, chaque feuille de cactus, une fois broyée, ressort à l'autre bout de la machine sous forme de fibres jaunâtres, tandis que le jus contenu dans les feuilles est recueilli dans des wagonnets installés au-dessous des engrenages. Une fois extraites de la machine, les fibres sont empilées sur un petit chariot qui les conduira sur leur lieu de séchage. Tels que nous les avons découverts avant notre visite, où nous les retrouvons ici presque sèches.
Nous apercevons là le retour d'un wagonnet vide et dans lequel est recueilli le jus contenu dans les feuilles d'Iken. Ce jus servant à la fabrication d'un alcool bien connu au Mexique, la tequila. Pendant ce temps, rassemblés sous forme de ballots, les Iken vont subir leur deuxième transformation. Et peut-être la plus étonnante. Jugez plutôt. Un ouvrier ayant saisi une poignée de fibres et après l'avoir cardée, l'accroche à un crochet tournant sur lui-même par l'intermédiaire d'une grande roue. Et là, avec une habileté merveilleuse, nous voyons s'échapper de ses mains, comme par magie, une ficelle à la place de la fibre. Il est à noter que les fibres d'Iken peuvent être traitées de différentes manières. Par exemple, finement tressées puis teintes, elles pourront devenir des hamacs multicolores. Ou bien, plus grosses et associées à d'autres, elles deviennent d'énormes cordes, comme nous le voyons ici. Abandonnant la fabrique de cordes, nous nous retrouvons sur la route en direction de Tzibilchatum, située au nord de Mérida, la capitale du Yucatan, que nous verrons après. Tzibilchatum, récemment redécouverte par les archéologues, est en train de prendre une importance peut-être historique dans l'histoire des Mayas, puisqu'on la situe à l'époque de l'épanouissement des premières cités du Petén, c'est-à-dire au IVe siècle après Jésus-Christ. Actuellement, en cours de restauration, la cité ne représente pour les profanes que peu d'intérêt. Par contre, les archéologues ont devant eux, ou plutôt sous leurs pieds, une mine archéologique qui dévoile périodiquement les secrets et les merveilles qu'elle a retenus jusqu'alors prisonniers. Nous contemplons actuellement sur ces images le seul monument qui a été jusqu'à présent restauré. Le temple, entouré de 4 escaliers, donne accès par sa façade principale à 3 petits temples. Nous pouvons apercevoir ici les restes. Tout associé au grand temple, toujours dans le prolongement de sa façade principale, une plateforme sur laquelle se trouve dressée une stèle. Malheureusement, à notre époque, rien ne laisse deviner les motifs qui la composaient, ces sculptures ayant été effacées par le temps. À une extrémité du site, un petit musée regroupant les objets qui ont été mis au jour a été aménagé. Et à l'intérieur de celui-ci, nous pouvons contempler des assiettes et des vases de terre cuite. Nous trouvons également des figurines ou poupées représentant des êtres difformes. Mais surtout, une très belle stèle parfaitement conservée. Après Tzibilchatum, c'est à Mérida, la capitale du Yucatan, que nous nous retrouvons, comme nous vous l'avions annoncé précédemment. Nous y parvenons de nuit, et comme pour Mexico, nous sommes surpris par ces néons. Et au petit matin, pressés de savoir ce que cachaient toutes ces illuminations, nous décidons d'emprunter une calèche pour découvrir la ville.
Nous nous apercevons alors bien vite que Mérida est constituée principalement de maisons coloniales, abritant toutes les petites fortunes du Yucatan. Il nous sera également intéressant d'apprendre un peu plus tard que si les voitures y sont nombreuses, elles sont dans le rapport de 1 pour 100 habitants, et que malgré le bien-être apparent de cette ville, le département du Yucatan a un taux de mortalité infantile d'environ 55%. Nous achevons notre randonnée en calèche au cœur de la ville, où se situe la place Maggiore, agréablement ombragée par des lauriers d'Inde. Nous pouvons apercevoir ici la cathédrale qui se dresse sur l'un de ses côtés. Et cette place est aussi le rendez-vous des petits cireurs de chaussures qui, pour 50 centavos, c'est-à-dire 20 centimes, vous transforment des chaussures usagées en chaussures neuves. Une fois donc bien chaussés, nous pouvons repartir à la découverte de la ville. Après avoir jeté encore un bref regard sur la cathédrale. Ne vous méprenez pas ici sur le travail de cette jeune femme, car elles sont plusieurs dans son cas à exercer les fonctions de contractuelles. Et oui, ici aussi. Et revenons à des choses plus sérieuses, en déambulant du côté du marché, où nous retrouvons les images colorées et typiques du Mexique, car la ville de Mérida n'échappe pas à la règle des autres villes, le marché demeurant le poumon de cette dernière. Toutefois, avant de quitter Mérida et le Mexique, nous n'avons pas voulu partir sans voir un haut lieu de la civilisation maya. Car, comme le montre ce panneau publicitaire de nightclub, ce qui domine encore à notre époque, c'est la vieille histoire du Mexique. Chichén Itzá, que nous allons découvrir, est la troisième cité importante de l'histoire maya, puisque les monuments qui la composent s'apparentent au style Puuc et au style maya-toltèque, ce deuxième style ayant vu la prédominance de nouvelles conceptions religieuses et architecturales. C'est avec le temple de la planète Vénus, orné d'un monstre à plumes et griffus et de serpents emplumés, que nous pénétrons dans ce haut lieu. Juste à côté se dresse la pyramide de Kukulkan, avec ses 365 marches,
correspondant aux 365 jours de l'année. Et du haut de ce gigantesque escalier s'élève le temple, d'où nous dominons l'ensemble de la cité. Avec à sa gauche le jeu de pelote et à sa droite le temple des guerriers, pyramide carrée d'environ 40 mètres de côté et entourée d'une multitude de piliers. Après avoir franchi ces derniers et gravi l'escalier, nous atteignons la plateforme supérieure, découvrant ainsi une très belle architecture. Et c'est à l'intérieur même du temple des guerriers où se dresse une table symbolisant la voûte céleste, soutenue par des personnages sculptés, que nous allons quitter le Mexique, pays où se sont développées de glorieuses civilisations, comme en témoigne la grande pyramide de Chichen Itza.